Mélanie, en cas de décès, qu'est-ce qui arrive si j'ai pas de testament? Ça, c'est une question extrêmement importante. Ça, c'est excessivement important de l'avoir. Donc, si on n'a pas du tout de testament, en fait, souvent, les gens vont penser, dépendamment de leur situation personnelle, si je suis mariée ou conjoint de fait, je parle encore avec des gens qui ont le sentiment de sécurité à cause du fait qu'ils sont mariés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. OK? Donc, c'est important de savoir que au Québec, quand il arrive un décès et qu'il n'y a pas de testament, OK? Dans un premier temps, si on est célibataire, conjoint de fait, à ce moment-là, c'est considéré comme la même façon. Le conjoint de fait n'existe pas. À moins, là, depuis l'année passée, en 2025, là, il y a le régime d'union parentale, hein, si je ne me trompe pas. Là. Oui, donc, depuis 2025. En fait, ça, c'est quoi? C'est si tu as eu un enfant en couple, tu n'étais pas marié, tu étais conjoint de fait. Donc, si on a eu des enfants, justement, à partir de la date que Sébastien a mentionnée en 2025, à ce moment-là, ça protège un petit peu plus le conjoint de fait. Donc là, il y a comme l'établissement d'un patrimoine. Ça protège un peu plus, c'est pas extrêmement rassurant. Autrement dit, ça prend quand même pas la place d'un testament. Non, exactement. Non, exactement. Donc, si l'histoire de l'union parentale mis de côté, admettons qu'il n'y en a pas de testament puis on est conjoint de fait, bien à ce moment-là, le conjoint survivant a le droit à rien légalement. Absolument rien. Donc, rien va à lui. Donc, si tu permets, Mélanie, il faut comprendre que le conjoint de fait est reconnu au niveau fiscal, mais il n'est pas reconnu au niveau légal. Donc, au niveau des impôts, on reconnaît le conjoint de fait, mais ici, dans le cas d'un décès, il n'est pas reconnu. Exactement. Des fois, les gens mêlent les deux notions. Pouvez-vous juste clarifier cette notion-là? Je pense que c'est extrêmement important, donc, ce point-là. Si on est conjoint de fait, par exemple, donc on parle d'un an de cohabitation, etc., au niveau des impôts, je peux partager des revenus, faire du fractionnement. Donc, le conjoint fait est considéré comme un conjoint marié. D'accord? Donc, ce que les gens pensent souvent, c'est qu'on est conjoint de fait, il y a un décès ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, je vais y avoir un partage, puis ça va se faire, moi, je vais avoir ma partie. Non! Au niveau s'il n'y a pas de testament, conjoint de fait a rien. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a une différence importante, puis souvent, on le répète, fiscal, conjoint de fait reconnu, légal, au niveau décès, entre autres, n'est pas reconnu. Exact. Donc, ça, c'est la situation. Puis, donc là, ça peut devenir problématique, justement, quand il y a une histoire de placement, quand il y a une histoire de maison. Donc, ça peut devenir assez compliqué. Et ça m'ouvre la porte, justement. Qu'est-ce qui arrive avec mes placements en cas de décès? Avant même de parler de placement, donc, on le mentionne, pas de testament. Donc, un conjoint de fait, il n'y a rien. Mais là, le conjoint marié, je disais tantôt, on a souvent l'impression qu'on est protégé, mais c'est pas le cas. Le conjoint marié va avoir le droit, en général, à 1/3 des avoirs de la personne qui est décédée. Puis après ça, le 2/3, là, ça dépend. Ça va dépendre s'ils ont des enfants. S'il y a des enfants, ça va s'en aller aux enfants. OK? Donc là, c'est sûr que s'il n'y a pas d'enfants, bien, à ce moment-là, le partage est un peu différent. Il y a le 2/3 au conjoint marié, puis après ça, le tiers s'en va aux parents et ou aux frères et sœurs. Mais ça ne protège pas quand même à 100% le conjoint marié. Et ça a une incidence, après ça, comme tu l'as mentionné, sur les placements. Qu'est-ce qui arrive avec les placements? Dépendamment, c'est qui le bénéficiaire. OK? Donc, puis ça a un impact aussi sur la planification de décaissement. Donc, en cas de décès, si j'ai des REER, puis que les testaments sont faits, puis ça s'en va à ma conjointe, il n'y en a pas de problème, il y a ce qu'ils appelle le roulement au conjoint. Donc, ce que tu avais, toi, à ton nom, en termes de REER, en termes de fer aussi, il n'y en a pas de problème, ça se transfère au nom de ton conjoint, dans ses comptes, puis il n'y a pas d'impact au niveau de l'impôt. Ça va, exact. Par contre, si c'est quelqu'un d'autre qu'un conjoint, n'importe qui d'autre qu'un conjoint qui hérite de tes REER et de tes fers, CRI, FRV, c'est la même chose. Okay? Donc, le CRI, c'est comme le petit cousin du REER. Quand tu as accumulé des sommes avec un employeur dans un régime de retraite et que tu as quitté, habituellement, c'est dans ce type de compte-là que ça doit être transféré. Donc, si on regarde l'idée générale, REER, FER, si c'est des enfants d'apparenté qui reçoivent cet argent-là, à ce moment-là, il faut tout encaisser avec la juste valeur marchande le jour du décès. C'est comme s'il y avait une disposition présumée qu'on appelle au niveau fiscal. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si le jour de mon décès, je vendais tous mes biens. Donc, ça génère de l'impact. Et pour la succession, il y a un impact important, là. Donc, les revenus vont s'additionner, plus les dispositions reliées au fer. Par exemple, la somme qui reste, s'il me reste 100 000 en fer, ça va s'ajouter dans les revenus de la succession.
Donc, la succession il y a un impact important. Donc, si on ne veut pas que le gouvernement soit un héritier majeur, là, il y a des choses à planifier.